AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Ce matin, engageons-nous pour une intelligence artificielle égalitaire. L'IA redéfinit notre monde. Elle influence le recrutement, l'accès aux prêts, la surveillance, la justice, la santé, la finance, la reconnaissance faciale. Mais derrière cette révolution technologique se cache une réalité préoccupante, celle des biais de genre et des inégalités systémiques inscrites dans les algorithmes. Car loin d'être neutre, l'IA est façonnée par les données sur lesquelles elle est entraînée et par les biais inconscients de ses créateurs, en grande majorité des hommes. Vous voulez des exemples ? En 2018, Amazon développe un algorithme de recrutement qui élimine systématiquement les candidatures féminines. Pourquoi ? Parce qu'il a été entraîné sur des CV issus d'un milieu largement masculin. En 2019, des clientes d'Apple Card découvrent qu'on leur accorde des lignes de crédit bien inférieures à celles des hommes, malgré des profils financiers identiques. En octobre 2024, des algorithmes de la Caisse d'allocation familiale ont été accusés de cibler de manière disproportionnée les femmes seules, les personnes à faible revenu et les jeunes dans les contrôles antifraude. Quant aux logiciels de reconnaissance faciale, ils commettent plus d'erreurs lorsqu'ils identifient les femmes et les personnes issues de la diversité, ce qui impacte directement les contrôles de sécurité et les décisions de justice. Alors ces biais ne sont pas de simples bugs. Ils façonnent la vie des femmes, leur accès à l'emploi, au financement et à leurs droits fondamentaux. Pourquoi, me direz-vous, l'IA est-elle encore si inégalitaire ? D'abord parce que ceux qui la créent lui transmettent leurs biais. Aujourd'hui, les équipes qui développent cette technologie sont largement masculines. Seulement 27% de femmes dans la tech, 17% dans le numérique, 16,6% dans la recherche en intelligence artificielle. Résultat, des algorithmes conçus avec une vision partielle du monde. Ensuite, parce que l'IA apprend du passé, et le passé est inégalitaire. Si l'on entraîne sur des décennies de décisions biaisées, recrutement dominé par les hommes, préaccordé à une majorité d'hommes, elle ne fait que perpétuer ces inégalités. Loin de corriger les erreurs, l'IA les grave dans le marbre. Enfin, parce qu'aucune régulation internationale n'oblige les entreprises à tester et corriger les biais sexistes de leurs algorithmes. Pour construire une IA égalitaire, il faut briser ce cercle vicieux, éviter les angles morts et imposer des règles du jeu. Lors du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui vient de se tenir à Paris, les gouvernements et les experts ont débattu des moyens de rendre l'IA plus responsable. Car l'intelligence artificielle est loin d'être un simple outil technologique. C'est un choix de société. Elle peut être un levier d'égalité ou un accélérateur d'injustice. Ce choix ne revient pas aux machines. Il nous appartient. Bonjour Hélène. Bonjour Muriel. Vous êtes une figure emblématique de la responsabilité sociétale des entreprises, de la diversification et de l'inclusion. Votre engagement porte sur la manière dont notre monde peut évoluer vers un avenir plus durable et équitable en intégrant les enjeux environnementaux, la diversité, l'inclusion et les cadres de gouvernance. Alors, est-ce que c'est la sous-représentation des femmes dans le numérique et l'intelligence artificielle qui a conduit cet engagement sur cette question ? Alors oui, partiellement, mais pas que. En fait, ça vient, donc là on a parlé des enjeux ESG, donc environnement, sociétal et gouvernance. En fait, moi je viens d'une famille très féministe, mais le féminisme humanisme. J'avais un rôle modèle qui était ma grand-mère, très avant-gardiste sur différents points. Et en fait, la question des femmes a toujours été un vaste sujet qu'on traitait chez nous, de façon à faire bouger les lignes pour que les droits des femmes soient respectés et que les femmes prennent de plus en plus de responsabilités, soient de plus en plus dans la lumière et leur place complètement intégrée dans la société et dans les différents mouvements de la société. Alors oui, bien sûr, mais quand même, au-delà de cette enfance et de cette vocation très, on va dire, précoce sur l'égalité et le féminisme, vous êtes aujourd'hui copilote au sein du laboratoire de l'égalité du groupe de travail sur les femmes et l'intelligence artificielle. Et en France, les femmes ne représentent que 29,2% des étudiantes en ingénierie. Ce chiffre chute à 17% dans le numérique et à 16,6% en informatique et dans les systèmes d'information. Pourtant, les femmes réussissent peut-être même mieux que les garçons. Elles ont 88% de réussite au bac, contre 78% pour les garçons. Alors pourquoi, malgré ces performances scolaires, les jeunes filles restent-elles aussi peu nombreuses dans ces filières qu'on appelle les STEM, les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques ?
Alors, en fait, ça, c'est une vaste question. C'est d'abord un sujet sociétal, c'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de mentalité. Je pense qu'on a aussi une responsabilité tripartite, donc l'éducation, les parents et l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on n'oriente pas davantage les filles qui sont aussi bonnes, voire meilleures que les garçons dans les STEM, dans les maths? En fait, le problème, c'est que les parents dissuadent les filles de rejoindre des carrières scientifiques parce qu'elles ne sont pas suffisamment représentées et parce que aussi on leur dit ça n'est pas un milieu pour toi. Et encore plus quand on parle de l'IA et quand on parle de la tech, parce qu'elles sont très peu nombreuses et que quand on leur dit si tu y vas, tu vas se retrouver toute seule, tu vas devoir faire face à un sexisme ambiant, à un environnement qui n'est pas du tout accueillant. Et aujourd'hui, on a aussi le problème de la maturité des filles, donc le manque de confiance en soi des filles. Les filles n'ont pas suffisamment confiance et ne croient pas suffisamment en elles que pour aller dans les carrières scientifiques, de façon à atteindre une certaine autonomie financière, parce que n'oublions pas qu'on oriente davantage les filles dans des endroits, dans des secteurs où elles sont surreprésentées, la com, le marketing, la RH, et beaucoup moins dans la tech. Et moi, j'ai l'impression que ça fait des décennies qu'on entend ça. J'ai l'impression que ça fait des années et des années qu'on relève ce constat. Mais que faut-il faire pour que les parents comprennent enfin que l'avenir va peut-être se jouer là? Il va sûrement se jouer là. Alors pour moi, il y a deux choses. Il y a la sensibilisation et il y a la déconstruction des stéréotypes. La sensibilisation, c'est encore et toujours avoir montré aux parents, sensibiliser les parents au fait qu'il n'y a pas de métier réservé aux garçons, que les filles, si elles veulent être astronautes dans la tech ou autre, tout est possible pour elles. Donc ça, il faut vraiment qu'on puisse avoir des mentalités, qu'on puisse avoir un discours qui soit totalement libérateur, je dirais, en ne frustrant pas les filles et en ne leur donnant pas des limites. Alors, cette intelligence artificielle, elle est souvent présentée comme neutre. On nous dit elle est neutre, il n'y a aucun problème. Pourtant, on sait bien que les algorithmes, enfin on sait, pas tout le monde le sait d'ailleurs, que les algorithmes méritent des biais de leurs concepteurs, qui sont souvent des hommes, et des bases de données utilisées. Comment est-ce qu'on peut éviter que l'IA devienne un accélérateur des inégalités de genre ? Alors, l'IA n'est pas du tout neutre, effectivement, comme vous venez de le rappeler. Pourquoi elle n'est pas neutre? Parce qu'elle est fondée à 88% construite par des hommes qui reproduisent inconsciemment ou non leurs biais, donc leurs biais inconscients, donc pas du tout neutre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça? Eh bien, en fait, il faut poser un cadre, il faut mettre des limites, il faut poser pas des quotas, mais C'est-à-dire qu'il faut intervenir dès la conception, j'imagine. Exactement, mettre différentes étapes, vérifier, avoir des audits qui permettent au fur et à mesure de la construction des algorithmes de vérifier qu'elles soient bien égalitaires et non plus inégalitaires. Et en fait, il y a deux choses. Il y a les algorithmes et deux, les bases de données. Les bases de données sont aussi très importantes, et notamment par rapport à la santé. On s'aperçoit on sait tous que la santé des femmes n'est pas la même que celle des hommes. Or, les bases de données, elles sont surtout les datas qu'il y a dans les bases de données, ce sont des données qui sont souvent pour les hommes et pas pour les femmes. En fait, on a un manque de représentativité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que les femmes peuvent passer sous le couvert d'alerte, par exemple? Oui, tout à fait. Et c'est là où ça peut amener des erreurs de diagnostic. Parce qu'on n'a pas suffisamment de représentation des femmes et que la santé des hommes est différente de celle des femmes, ça peut amener des erreurs de diagnostic. Absolument. Alors, le laboratoire de l'égalité auquel vous appartenez, bien sûr, a mené une étude récente et 69% des répondants estiment que les groupes de recherche sur l'éthique de l'IA existent, mais qui sont peu visibles. Que diriez-vous aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a des instances pluridisciplinaires qui effectuent des recherches sur l'éthique de l'IA aujourd'hui? Alors, de plus en plus, notamment les universités, notamment les organismes de recherche. Donc, la pluridisciplinarité est extrêmement importante parce qu'elle permet d'avoir une vue holistique et non pas segmentée. Donc, c'est très important pour qu'on puisse avancer tous ensemble. Et l'éthique, c'est le point clé. C'est qu'aujourd'hui, il y a eu, surtout l'Europe, on est plutôt en avance puisqu'on a eu l'IA Act. On a également, Elisabeth Borne avait mis en place un comité d'IA l'année dernière. Et c'est vrai qu'on est tous d'accord, surtout en Europe, on est vraiment cette troisième voie pour dire qu'on a besoin d'un cadre éthique pour éviter les dérives, pour encadrer toutes les pratiques de l'IA, pour pouvoir construire durablement et de façon éthique et inclusive une IA.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que ni les États-Unis ni la Chine n'ont ce cadre-là. Et c'est vrai que avec l'Europe, et notamment on l'a vu la semaine dernière avec le sommet de l'IA, en fait, l'Europe est la troisième voie qui a pour but de créer un cadre éthique qui soit un cadre technologique éthique pour pouvoir lutter contre ces biais de genre et donner... les enjeux éthiques sont extrêmement importants aujourd'hui. Alors l'éthique, c'est pas simplement une éthique sur l'IA en elle-même, c'est-à-dire pas simplement sur l'informatique. Ça veut dire construire des groupes dans lesquels il y a bien sûr des experts en informatique, mais en linguistique, en anthropologie, en droit et en sociologie. C'est bien ça le cadre de responsabilité qu'il faut mettre en place. Absolument. Et en plus de ceci, il y a aussi la représentation de la société. Aujourd'hui, si on veut créer une IA qui soit représentative de la société, il faut qu'on prenne en compte les 5 piliers de la diversité. Donc je rappelle, on a le genre, donc là c'est vrai qu'on parle plutôt de femmes, mais on a le genre, on a le handicap, on a l'ethnicity, on a le sexual orientation et l'âge. Donc, pour avoir une IA éthique qui soit durablement représentative de la société, il faut absolument qu'elle ait ces 5 piliers de la société. Aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Et encore plus au niveau des femmes, parce qu'on sait que 88% des hommes construisent les algorithmes. Alors, comment est-ce qu'on va régler ça? Parce que, objectivement, les États-Unis, c'est du libéralisme absolu. On ne va pas l'expliquer à M. Elon Musk comment il doit faire son IA, ni à ChatGPT d'ailleurs. Vous pensez vraiment que l'Europe va être une force de proposition et peut-être une force de contrainte? Alors, il faut qu'elle le soit. On a des résistances qui s'organisent. Là, vous parlez de ChatGPT. Moi, j'ai envie de vous parler de Mistral et du chat de Mistral pour contrebalancer. En parlant de ChatGPT, pour moi, il est absolument essentiel que les femmes, ça c'est un détail, mais il faut que les femmes... alors, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à utiliser ChatGPT. Ça, c'est un fait. Ah, pourquoi ? Parce qu'elles sont moins adeptes de la technologie, peut-être qu'elles n'y pensent pas, elles sont moins aventurières, entre guillemets, au niveau de la technologie. Or, c'est hyper important. Et elles sont peut-être plus sincères, elles se disent que si elles utilisent ChatGPT, en fait, c'est un peu usurper une compétence qu'elles devraient avoir ou qu'elles pourraient avoir. Vous pensez que ça joue aussi, ça ? Alors, je pense que ça peut jouer, en effet, mais c'est surtout le fait d'utiliser. Donc, c'est les usages. Pourquoi est-ce que c'est important que les femmes utilisent ChatGPT? Pour alimenter les données. Exactement, pour alimenter. Et à propos du wording, vous en parliez à l'instant, c'est important parce que quand elles vont faire leur prompt, il faut qu'elles parlent au féminin, parce que ça indiquera à l'algorithme qu'il y a aussi des femmes qui sont présentes. Et donc, ça veut dire qu'en étant auto-apprenant, il va se nourrir des prompts qu'on lui donne. Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument que les femmes puissent également prompter et utiliser ChatGPT ou le chat de Mistral. Comme troisième voie. Et au niveau de ChatGPT, ce qui est important, c'est vous vous en servez comme de super assistant ou assistante. Mais c'est ce qui vous permet de... Alors, n'allez pas chercher dans ChatGPT des vérités extrêmes. Il faut toujours que vous ayez un aspect critique, un œil critique pour pouvoir aller cruncher votre data et vérifier. Bon, après, vous pouvez vous en servir comme pour vous organiser. C'est un super assistant qui vous fait gagner du temps. Mais n'oubliez pas que dans les tâches de fond, il faut absolument que vous checkiez votre data. Alors, vous allez vérifier, mesdames, celles qui nous écoutent, et puis surtout, vous allez utiliser ChatGPT parce qu'il est extrêmement important qu'on nourrisse ces algorithmes de notre vision au féminin. Vous pouvez poser toutes les questions à partir du moment où elles sont posées de façon féminine, on va dire. Ce manque de diversité dans la tech, est-ce que c'est un frein à l'innovation? On voit bien que les entreprises technologiques sont loin d'être exemplaires. Il y a 18% de femmes dans le Next 40, 20% dans le CAC 40. En quoi l'exclusion des femmes dans le numérique représente un frein pour l'innovation et l'économie? Alors, de façon générale, il n'y a pas que dans le numérique. On sait que les équipes diversifiées, sont bien plus performantes, d'environ 30%. Donc, il y a une performance économique, il y a une performance de croissance. Donc, plus vos équipes sont diversifiées, plus vous êtes source de progrès et plus vous êtes source d'innovation. Alors, ça se voit particulièrement dans la tech parce que les femmes sont vraiment déficitaires au niveau du nombre. Mais c'est le principe de la diversité et de l'inclusion. Plus vous allez avoir des équipes diverses, plus vous allez avoir une espèce de panel au niveau de votre innovation, de votre progrès. Et ça, il ne faut pas oublier que la tech, la diversité sont source d'innovation. Il y a un dernier point, et on va terminer là-dessus. Il y a encore un chiffre qui est alarmant, me semble-t-il. 9% en 2018 de femmes dans les startups, 24% en 2021. On pourrait se dire que ça a progressé, mais on est loin de la parité. En revanche, 88% des fonds levés vont encore à des équipes masculines. Pourquoi ce frein?
sur pourquoi est-ce que les fonds d'investissement n'osent pas donner aux femmes dans la tech les moyens d'investir. Alors, je dirais que c'est à nouveau une question de mentalité, de déconstruction des stéréotypes. Tant qu'on n'aura pas changé les mentalités et qu'on n'aura pas montré que les femmes sont tout aussi performantes, voire davantage performantes que les hommes, et notamment en matière de gestion de crise, on a vu ça pendant le Covid, tant qu'on n'aura pas fait un travail de fond sur les générations actuelles et puis futures, et pour dire les femmes sont aussi compétentes, on n'y arrivera pas. Eh bien, moi, je trouve ça tout terriblement surprenant parce que, comme vous pouvez le dire, dans le Covid, on a vu les femmes à l'œuvre. Dans les conseils d'administration où elles sont présentes, on voit bien que les performances augmentent. Donc, je me dis, messieurs qui nous écoutez, qui êtes à des postes de pouvoir, accepter de donner aux femmes les moyens de leur performance. Absolument, c'est exactement le message à faire passer. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est dans une société qui se transforme. La nouvelle société est à construire, alors non pas à 2 mains, mais à 4 mains, hommes et femmes ensemble, et que c'est pas, on remplace pas le patriarcat par le matriarcat, ce qui n'aurait pas de sens, mais qu'aujourd'hui, il faut faire 2 choses, c'est construire ensemble le monde de demain et surtout changer le narratif par rapport à l'IA. On est toujours dans un narratif extrêmement négatif, l'IA fait peur et il faut passer ce cap-là pour se dire, ok, c'est un progrès, on est dans le progrès, on est dans l'innovation. En fait, on est en train de se réinventer et on est en train de réinventer les métiers. Mais si on continue et on persiste à dire que l'IA fait peur et est négatif, on ne va jamais avancer. Alors, n'ayons plus peur, soyons inclusifs, soyons égalitaires et merci beaucoup Hélène pour ce partage. Merci à vous. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.